Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'histoire d'un chef que vous connaissez sûrement pour l'avoir vu sur les réseaux, à la télévision, un chef italien extrêmement sympathique, mais dont on méconnaît l'histoire. Vous avez rendez-vous avec Simone Zanoni. Et je vais vous révéler un de mes plaisirs d'intervieweur. J'adore me confronter à des figures médiatiques dont on sait finalement peu de choses. Connaissez-vous, par exemple, le parcours de celui qui est suivi aujourd'hui par plus d'1 demi-million de personnes sur Instagram? Personnellement, le chef Simone Zanoni, je l'avais croisé à Versailles, au Trianon Palace, il y a une quinzaine d'années. Il assurait dans l'ombre du nom de Gordon Ramsay, et je le retrouve donc aujourd'hui, dans la lumière, en son nom, dans les cuisines d'un autre palace. Rendez-vous au Georges V à Paris. Je dois vous avouer que je ne savais donc pas trop comment le chef allait me raconter son parcours. Bon, il y a toujours une ligne qui se dessine, et celle-là, je la connais en général avant d'arriver, mais au long des étapes, il y a une tonalité, une atmosphère qui entoure le chemin. Et là-dessus, parfois, on peut être surpris. Car sur ce podcast, vous le savez, on découvre les chefs dans ce qu'ils ont de plus intime. On cherche la note qui traduit au mieux leur histoire, et vous allez découvrir, comme moi ici, celle d'un chef déterminé. Alors vous allez me dire que tous les chefs le sont, certes, mais Simone Zanoni, il l'est comme si la vie était un combat, et qu'en tout round, l'idée était de ne pas lâcher. Vous allez entendre le récit d'une personne qui a voulu mordre dans son métier et faire sa place, et qu'on a souvent violenté. Et on a là quelqu'un que les coups ne font pas desserrer les crocs. Au contraire. Je pense que vous allez sentir son énergie, son hyperactivité, son sourire, mais vous allez entendre aussi l'épisode où la violence d'une cuisine se fait sentir comme jamais. Aujourd'hui, Simone Zanoni est plus sage, c'est certain, mais pendant longtemps, il a peut-être reproduit le comportement détraqué de ceux qui l'ont formé, de celui notamment qui l'a inspiré au point de presque le détruire. On se parle de Gordon Ramsay, dont vous allez découvrir toute la nocivité et l'agressivité. Vous allez entendre cette époque où l'on tapait sur les nouveaux jusqu'à ce qu'on estime qu'ils avaient le cuir assez épais pour rester. Cette époque où l'on tirait sur les autres pour voir s'ils survivraient. Où les cuisines étaient remplies de malades ou d'imbéciles, dont le chef anglais fut un parfait exemple. Moi, je suis David Ordonneau, et je vous avoue que j'hallucine souvent des récits que je recueille ici, mais Simone Zanoni est encore un sacré spécimen. Un rescapé, un passionné, ça va sans dire, et je me demande combien de personnes ont été détruites pour qu'une poignée d'hommes comme lui réussissent dans son métier. Car oui, il a réussi, et il sourit, tout le temps, et il avance. Et franchement, il aurait pu en être autrement. Voici donc l'histoire d'un cuisinier qui a dû mordre en sa passion et n'a toujours pas lâché sa proie. Voici l'histoire d'un homme toujours prêt à s'enflammer, même s'il joue les assagis. Voici l'histoire de Simone Zanoni. Alors moi, c'est marrant parce que j'ai toujours une tête c'est une scène très religieuse de la fameuse cena, les grands dîners avec les apôstoles et tout, et la scène justement avec. C'est pas parce que je suis particulièrement religieux, mais la cuisine, c'est comme l'être humain, c'est comme qui on est, c'est comme qu'est-ce qu'on veut être. On est en continue évolution. Tu vois, des pensées que j'avais il y a 10 ans, 15 ans, elles sont évoluées, elles sont peut-être devenues contradictoires, tu vois, et c'est pour ça que aujourd'hui, vouloir dire que tu es un gourou de quelque chose, c'est compliqué parce que même les gourous, ils se plantent. Même les personnes qui croient d'avoir des choses intelligentes. Et moi, je dis aujourd'hui pourquoi je vois ces scènes et je me dis tiens, ça c'est moi, ou ça c'est mon univers parce que. Pourquoi? Parce qu'il y a du monde autour de la table. Parce qu'il y a du monde autour de la table, parce que il y a ce sens de partage et souvent on a tellement poussé la gastronomie loin de qu'est-ce qu'à la base elle est censée être. Franchement, en France, on était très fort pour faire ça. Et c'est pour ça qu'il y a un gros marche arrière maintenant. On a tellement poussé la machine à vouloir être de plus en plus parfait, de plus en plus technique, en oubliant qu'à la fin du compte, on est qu'en train de faire à manger à quelqu'un.
donner du plaisir à des convives. Et je pense que dans le parcours, on a un peu perdu ces sens-là. On est devenu tellement, nous, chefs, égoïstes, égocentriques. Tout cela, ouais, les gens, ils viennent pas parce qu'ils veulent passer du temps à table, ils viennent parce que moi, je suis là. On se l'a tellement pété pendant des années qu'en fait, on a perdu le client. On a perdu l'horizon. On est rendu compte, on a oublié qu'en fait, on est vraiment là, nous, notre métier, c'est vraiment de arrondir, c'est vraiment de donner du plaisir à une table. C'est que les gens, oui, bien sûr, ils peuvent venir pour moi, ils peuvent venir pour le restaurant, ils peuvent venir pour l'ambiance, mais à la fin, ils viennent pour passer du moment convivial entre eux. Et nous, justement, on est là pour sublimer ces moments. Et ça, en tout cas, c'est ma philosophie, c'est ma façon de voir les choses. C'est une manière de retourner un petit peu à l'origine des choses, à l'origine de la cuisine finalement, à ce pourquoi on l'a fait. Mais tout simplement, moi, les plus beaux souvenirs que j'ai, et j'ai beaucoup de chance que je suis passé par là, c'est quand dimanche matin, la messe était terminée. Bon, la messe c'était pas forcément les moments les plus sympathiques, mais bon, mes parents ils sont très religieux. Du coup, je suis passé par là tous les dimanches pendant 15 ans de ma vie. Et après la messe, on prenait la voiture, on allait chez la nonna et on déjeunait tous ensemble. Et il y avait les parents, les grands-parents qui venaient d'un côté, il y avait les oncles, machin comme ça. On était toujours minimum 10, 15 à la maison. Les hommes, les femmes, les enfants. La nonna qui sortait toujours ses rôtis, ses pastas, ses os, c'est tout. La fête du cochon, on tuait le cochon, on faisait la charcuterie. Et j'ai des souvenirs des dingues. Vraiment des... Ça, c'est les racines. Ça, c'est les origines. C'est où? Elle est où cette photo? C'est dans quelle région? Ça, c'est la Desgardes, un peu plus loin sur les montagnes. Provaglio Valsabbia, un petit village de 800 habitants. Et c'est là, justement, j'ai mes plus beaux souvenirs, surtout avec ma grand-mère, Gina, nonna Gina. C'est que malheureusement, elle est partie il y a 3 ans maintenant. Et moi, j'ai vécu des années avec elle parce que entre l'âge de 5 ans et 8 ans, j'allais dans les alpages avec mon grand-père, Nonno Merino. Il avait 4 vaches et un âne. Et on partait, on avait une propriété dans les alpages. Du coup, on partait au mois de juin. Pendant un mois et demi, on allait justement amener les animaux et à manger l'herbe fraîche. On faisait du fromage. C'est pas très loin. C'était à 1h30 du village. Moi, je vivais avec lui. Mon grand-père, moi et lui, j'ai attrapé les oiseaux, c'était comme un petit, j'étais à la découverte, et je prenais le lait avec mon grand-père, on faisait le fromage, on faisait les beurres, mais c'était vraiment que moi et lui. Et à bout de dernières années, c'était les 8 ans. À 8 ans, malheureusement, mon grand-père, il me racontait des histoires de folie parce qu'il avait fait, à l'époque, il avait fait la guerre en Russie. Et du coup, c'est des choses incroyables. Et il est venu manquer justement quand j'avais 8 ans. Ma grand-mère, elle a tellement souffert ça qu'il m'a rappelé dans 3, 4, 5 ans, je vécu avec elle. Je terminais à l'école, j'allais dormir chez elle. Je vivais avec elle, je cuisinais avec elle. C'est elle qui me faisait le café les matins, c'est elle le lait avec le chocolat les matins, c'est elle qui s'occupait de moi parce que tous les soirs, je me tapais 25 minutes de prière avec elle parce que elle était vraiment une femme incroyable. Elle a vécu 40 ans. Ouais, 40 ans. Sans se remarier, sans rien. Elle avait encore l'esprit de son mari avec elle tout le temps. Et c'est avec elle justement que je me suis mis à faire un peu de cuisine, les produits, aller chercher les œufs et les canards et les cochons dans la maison parce que du coup on avait des cochons et les cochons on les achetait pour la famille et du coup quand on tuait le cochon à l'époque mon papa aussi il avait des animaux, il y avait des vaches, on avait une ferme mais c'était une ferme familiale c'était une ferme, c'était pas une exportation, c'était une ferme pour mieux manger. Ouais, vous vous nourrissiez de ce que vous produisiez. Ben, mon papa, déjà, à l'époque, et on part des 40 ans, il me disait, mais tu sais, Simon, la viande que j'achète chez le boucher, elle a pas le même goût. Pourtant, mon papa, c'est pas un restaurateur, c'est pas une bouche fine, c'est pas, mais il dit, mais goûte la viande là et goûte la nôtre. Tu vois que c'est une différence? Parce que on élevait les cochons, on avait à choper tous les glandes qu'il y avait justement
On avait des terrains partout. Les cochons, pendant 6 mois, ils étaient nourris à pommes et à glandes. Du coup, la viande, il n'est pas riche et pas goûteuse. On tuait le cochon les vendredis qu'il était vu par les vétérinaires. Tout ça se fait en hiver, parce qu'il n'y a pas frigo. Du coup, ça se fait en mois de novembre, décembre, quand il fait très froid. Du coup, le cochon est tué vendredi au samedi matin. Il reste accroché à des températures de 6 degrés dans la cave pendant au moins une journée et demie. Après, les dimanches, tout le monde arrive et là, alors c'est la fête parce que les jours J même, on mangeait les fratailles, les choses les plus délicates. On mangeait les cœurs, les poumons, on mangeait les foies. Et ma grand-mère faisait ça avec un peu la vénitienne, avec les oignons incroyables, la polenta. Au moment qu'on égorgeait le cochon, la grand-mère récupérait les sangs. On faisait un gâteau sucré au sang. Je me rappelle encore qu'on posait sous une tranche de polenta avec du sucre et qui faisait toaster pour mon papa. Et on désossait tout le cochon. Il y avait les parties les plus nobles du cochon qui étaient comme à l'ancienne, hein, qui étaient données frais à chaque famille. Comme à l'époque, il n'y avait pas de frigo. Il y avait un morceau de viande qui était consommé dans la semaine pour avoir de la viande fraîche. Tout le reste partait en charcuterie. On faisait des salamis, on faisait des copas, on faisait des guanciale, on faisait tout. Les os étaient récupérés on les mangeait les soirs, on les fait bouillir et on mangeait les os avec un petit pesto au persil, vinaigre et l'huile d'olive. En fait, il cachait rien du tout. Simple, rustique. La couenne, le gras était cuit pour faire les gras des cochons, tu vois, pour utiliser à cuisiner. Et il y avait aussi tout ce qui est resté dans les gras, les petits bouts de viande qui étaient donnés à un boulanger pour faire du pain. Et franchement, c'était vraiment, je me rappelle encore l'enthousiasme qu'il y avait entre les enfants. Et là, moi, j'étais une hyperactive, je faisais des bêtises. Plus que j'avance dans ma vie et dans ma carrière, et plus que ces souvenirs, c'est comme une boîte qui se réouvre. Mais ça cuisine beaucoup quand même. Enfin, ça cuisine beaucoup. Tout il y a un goût pour le produit finalement. Tout le temps. Mon papa cuisinait tout le temps. Il avait son boulot simple ouvrier, mais il avait son boulot. On avait le four du coin. On avait le petit quartier. On avait un four communal où on allumait 2 fois par semaine et on avait notre créneau pour aller cuire nos pains. On avait notre créneau pour aller cuire notre focaccia. Mon papa. Mais on croirait qu'on parle d'une époque. Il y a oui, on a l'impression qu'on parle d'il y a 100 ans, tu vois. Et c'est assez récent. Et après, encore une fois, nous, on avait vraiment on a un plat très traditionnel. Il s'appelle spiedo. Spiedo, c'est des brochettes de viande, tout mélangé. T'as des morceaux de viande pas très tendres, donc ils ont besoin d'une longue cuisson. On a surtout du bœuf, on a du cochon, on a monté du canard, on mettait du lapin et mélangé avec des pommes de terre sur des brochettes, plusieurs brochettes qui tournaient dans le tambur et avec de la braise. Cuisson à basse température, arrosé par du beurre, les beurres tombaient sous la viande, récupérés et tu remontais les beurres pendant 3-4 heures. Ça, c'est vraiment un plat de chez nous. Et on mange avec de la polenta. Et mon papa, c'était un dieu à faire ça. Mais qu'il appelait de tous les foires pour le faire parce que c'est important de garder la basse température jusqu'à la fin, monter un peu, mais tout à la braise, monter un peu fait à la fin pour donner un peu de croustillant sur la viande. Incroyable, je salive. Je la vois la folie. Et on cuisinait tout le temps. L'effet qu'on n'avait pas des gros moyens, parce qu'aujourd'hui, il faut faire. On parle d'éco-responsabilité, on parle de recyclage, mais en fait, quand tu es dans une situation financière qui te permet de bien manger, c'est la seule façon de le faire. Tu recycles les bouteilles de Corona, tu les jettes pas, ou les bouteilles de bière que je buvais parce que tu mets ta sauce tomate dedans. Et la sauce tomate faite une fois par an pour toute l'année. Et il y avait la sauce tomate et il y avait la grappa. Mon papa, nous en Italie, on avait encore le droit de faire nos propres alcools. Du coup, la grappa, c'était fait pour mon papa 2 fois par an avec le reste des pommes, les poires, tout. Lui, en fait, il était capable, tout ce qu'il peut faire monter, lui était capable de transformer en alcool. Et en plus, il faisait ses essais avec les bouts de bois.
Nous, on n'avait pas les barriques, mais ils prenaient les fûts, ils prenaient des simples contenants et ils mettaient les bouts de bois, des chênes, les bouts de bois brûlés pour donner les goûts des chênes. Ah bah, c'était déjà incroyable. Ils faisaient les limoncello, ils faisaient les liqueurs. C'est incroyable. Tout ce qui est consommé en saison, tous les légumes, on les mangeait, on les consommait en saison parce qu'on avait un potager et tout. Hors saison, ils partaient en boîte, ils partaient en agro-douce, ils partaient en conserve et on consommait toute l'année les légumes, mais comme ça doit être. C'est une éducation. C'est une éducation et je me rends compte que c'était un moment fou. C'est riche. Voir comment on s'est éloigné de ça. Mais parce que là, on se parle d'une activité, mais c'est quasiment, ça fait partie du quotidien. Quand on fait ses conserves, quand on tue les animaux comme ça, enfin, c'est un rituel qui habite tout le quotidien d'une vie, en fait. Donc, c'est un métier quasiment. C'est un métier en plus du métier qu'on... Bien sûr, bien sûr. Mais parce qu'on on vient d'une famille qui est des gros bosseurs. Parce que le foin pour les bêtes, bah, c'est pas que tu vas l'acheter, hein. C'est que tu as des champs et il faut couper l'herbe, il faut faire. Moi, je m'appelle encore mon grand-père qui a lu à la main. En plus, après, on avait des outils. Mais à l'époque, c'était coupé à la main. Ouais, bien sûr. Là, quand tu commences à passer 4-5 heures à couper des foins pour tes animaux pour l'hiver, parce qu'après, il faut faire sécher. Il faut stocker pour l'hiver parce que tu vas pas l'acheter parce que t'as pas l'argent pour l'acheter. Du coup, c'était mais moi, souvent, les petits lapins au Lévaux, que je faisais les câlins la veille, et le lendemain, on les accrochait. Mais c'est l'envie d'une ferme. C'est pour ça que les gens ils disent, waouh, est-ce que tu as vraiment courage? Moi, j'ai aucun problème à tuer un animal aujourd'hui. Mais ça fait pas de moi un assassin, ou ça fait pas de moi quelqu'un qui est vraiment pas respect de l'animal. En fait, c'est un contraire. Parce que je suis tellement conscient que chaque fois que je mette un bout de viande dans ma bouche, on a quoi me tuer quelque chose ou quelqu'un. On a tué l'animal. Et aujourd'hui, c'est ça la prise de conscience qui nous manque. C'est que on s'est totalement éloigné de la vérité. C'est pour ça qu'on a une surconsommation de viande. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on n'y pense plus. Non, on n'y pense plus parce que la viande est devenue banale. À l'époque, c'était pas banal. À l'époque, c'était un acte qu'il fallait accomplir du début à la fin. Et surtout, c'était une richesse. Manger de la viande, c'était une question de richesse. C'était quelque chose de noble. Tu mangeais de la viande peut-être une fois par semaine, mais peut-être qu'on y en avait, tu vois. Aujourd'hui, on a tellement banalisé la viande qu'on a complètement oublié que chaque fois qu'on met un petit bout de poulet dans nos bouches, il y a un poulet qui a été tué déjà, et surtout peut-être qu'il y a un poulet qui a mal vécu. Les bien-être animal viennent par ça aussi. Je suis contre. Bon, je suis pas vraiment dans l'univers ni vegan ni végétarien, mais je pense qu'il y a encore une fois à chacun son choix. Et je suis très respectueux de les personnes qui, pour des principes, ils ne veulent plus manger des viandes. Beaucoup plus que des gens qui peuvent faire manger de la viande et ça va pas d'où ça vient. C'est ça. Alors, si toi, par principe, tu es capable de dire, OK, je veux plus manger de viande parce que je crois que les bien-être animal, c'est plus important que de me nourrir, je peux comprendre. Mais en même temps, ce que je comprends pas, c'est quand on n'éduque pas les gens à savoir d'où vient leur viande. Et qu'on perd le lien. On perd les liens. C'est quand, moi, amener quelqu'un dans un abattoir à voir comment sont traitées les bêtes. Je pense que la moitié après, ils vont devenir végétariens. C'est sûr. Mais parce qu'aujourd'hui, on est devenu d'une violence extrême. Et on n'a pas conscience. On n'a pas conscience. Parce que justement, la soif du business nous a tellement détourné la tête. On est décorrélé de l'origine des choses. Et certainement, ça m'ébuse le cœur parce que quand je vois comment on traite l'animal aujourd'hui pour surproduire et pour PGT, parce que faut pas oublier qu'un tiers de la viande qu'on produit aujourd'hui, elle est pas faite pour consommer. Elle part à la poubelle. C'est ça. Parce que on est très loin de l'histoire que vous décrivez, de celle et de l'univers de votre enfance en l'occurrence. Du rapport qu'on avait aux animaux. Et c'est ça qui me fait extrêmement mal parce que moi à l'époque on avait quand même une question de respect, une question justement de bien traiter, de bien nourrir, de bien élever, de laisser libre l'après-midi pour aller enfermer les vaches les soirs. Il y a vraiment une belle histoire. Et aujourd'hui, encore une fois, on a tellement voulu cacher tout ce qui est mauvais, mais on l'a juste. C'est comme quand à la place de nettoyer, tu balais, tu prends les balais et tu fous ça sur un tapis, tu vois. Elle est toujours là. Tu vois, mais bon, je pense que de plus en plus, on a plus de conscience. C'est pour ça que c'est important que des gens comme nous essaient de véhiculer aussi ces messages.
Comment vous, par exemple, vous allez vous inscrire dans l'idée de la cuisine? Parce que là, on se parle d'une enfance rustique, justement en lien avec les produits, avec la nature, avec les origines finalement des animaux, de ce qu'on mange. Comment par la suite vous allez décider d'embrasser cette carrière-là? Parce que j'étais déjà quelqu'un, j'ai toujours aimé être indépendante. Mais déjà à bas âge. C'est-à-dire que déjà, j'ai commencé à travailler, je pense que j'avais 13 ans. C'est pas parce que personne m'a demandé de faire ça, surtout mes parents, ils voulaient même pas. Mais j'allais à balayer des chantiers d'un maçon qui travaillait dans le village. Et j'allais 2-3 heures à nettoyer les chantiers l'après-midi. Et ben bon, je me ramenais quelques lire à l'époque, quelques euros. Mais dans ma tête, il y avait déjà un switch. J'ai fait ça et je peux gagner ça. Et putain, c'est pas mal ça. Et j'adorais vraiment gagner mon propre argent. Ah ouais. Et très jeune. Très jeune. Ah oui, mais je pense que j'avais 12-13 ans, un chose comme ça. Mais sans que vos parents vous le... Pas du tout, ils voulaient pas. Mais j'étais déjà un hyperactif. Après, j'étais dans ma tête, j'étais vraiment il y a un mot en anglais qui s'appelle Need for Speed. J'étais vraiment, c'est une besoin de vitesse. Ouais. Je faisais des courses, on faisait des cartes avec des roulements, des sondés d'Alessandre. J'ai tous les coups, les genoux pétés. On s'est massacré. Je faisais des courses en Vespa. On passait du temps sous la mécanique. C'est là aussi ma passion pour la voiture, pour les motos. Je faisais déjà des courses avec ça. J'allais à l'école à moins 5 degrés avec une moto. Je me défonçais. Je suis abîmé partout. Mais déjà à l'époque, j'avais vraiment ces problèmes des vitesses. Vitesse partout. On prenait tu sais, quand tu vas faire le bois en montagne, t'avais les roulettes qui descendaient. Mais nous, on s'accrochait, on descendait par ça. Mais on était complètement débiles, tu vois. J'avais vraiment un problème, justement, avec la vitesse. Il fallait vraiment que ça aille vite. Et à partir de là, j'ai fait mes études obligatoires. Après, mon papa, il me dit, j'étais pas forcément quelqu'un qui manque de concentration. J'avais du mal à rester sur un sujet. Oui, ça se comprend. J'avais du mal de vitesse comme ça. Parce que sinon, ça m'a pété la tête et je pouvais pas. Et du coup, à l'école, t'imagines, compliqué, tu vois. Et quand on est arrivé à justement faire les études culinaires, c'est pas compliqué. À l'époque, c'était la grande époque des grandes études. Faut être, nous, on avait une école qui s'appelle ragioneria, les lycées, machin comme ça, tu vois. Si tu voulais rester ta vie, il faut passer par là. Il faut être architecte, il faut des études, il faut faire les 5 ans, après aller à l'université. C'était là vraiment que tu t'es considéré comme quelqu'un qui a réussi, allait réussir sa vie. Et à côté, il y avait moi, un singe, un âne qui avait zéro envie de se mettre dans l'étude. Moi, je dis, mais ça va pas la tête, je veux me foutre là-dedans, mais je rentre pas dedans. J'ai dit, mais vous allez jusqu'à dépenser votre argent pour rien. Et mon papa, du coup, me dit, écoute, t'as aussi l'option qui est à Idoron, juste pas trop loin. Ils ont ouvert un centre, une école culinaire pour faire de la cuisine, tu vois. Si t'as pas vraiment, va faire ça. Peut-être que ça te plaît, tu vois. On a toujours cuisiné de la maison, machin comme ça te plaît. Du coup, à 14 ans, je me suis mis dedans. Je fais la première année. Non, j'étais un âne à l'école, mais vraiment, c'est pas un âne, mais j'avais juste que, moi, là, franchement, tu me fous une table et tu me demandes de rester là, écouter quelqu'un qui parle, mais c'est pas possible. J'arrive pas, et encore aujourd'hui, j'ai du mal aujourd'hui. Moi, par exemple, j'ai un problème. Moi, je suis incapable de lire un livre. Mais incapable. Ah oui. Mais peu importe les livres. De se poser, en fait. Non, j'ai tout aucun intérêt. C'est pas le livre, le sujet, c'est le fait de se poser. Oui, non, mais c'est peut-être ça, t'as raison, mais même à regarder un film, j'ai du mal. Ouais, moi, vraiment, parce que je suis vraiment pas dans l'épuisement, mais dans la hyperactivité. J'adore penser, bouger, j'adore faire, j'adore courir, et dès que je dois me poser comme ça, je pense qu'il y a un problème à la machine. Et c'est pour ça que les livres en particulier, parce que du coup, en plus qu'à se poser, il faut lire. Alors, c'est pas possible. Alors du coup, moi, je m'endormis. Et première année dans l'école, pas mal. J'ai bien aimé l'esprit. J'avais un prof de cuisine qui s'appelle Biban, qui m'a entrevu. Il y avait un peu de potentiel dans cette tête de singe, tu vois. Et du coup, il m'a pris un peu sous son aile. Mon papa, il connaissait un chef qui m'a trouvé les premiers boulots au Lac des Gardes. J'étais petit, d'habitude, on les prend pas, on était des gens, quoi. J'étais tout petit, 14 ans, 15 ans, tu vois. J'avais 15 ans, je pense. Et je suis là travailler dans un des plus beaux restaurants, je m'appelle encore Ristorante Casino.
restaurant, belle clientèle, chic, tout. On avait des beaux clients qui venaient. Et je me rappelle encore, on était 5-6 en cuisine. Ils étaient tout un peu psychopathes. Et j'étais un peu, c'est première année. Jamais. Tu entres pour la première fois dans un vrai restaurant avec un vrai savoir-faire, avec tout. Et toi, t'es là tout petit. Tu dis, mais ok, qu'est-ce que je fous ici? Bon, bref. Et, je me rappelle encore un jour, Boris me demande de faire une scalopina al limone, scalope au citron, et j'oublie de mettre les persils. Et je sors, j'étais tout content, je donne au propriétaire, je dis, ouais, regardez, ma première scalopina. Il prend la scalopina et me dit, putain, espèce de connard, t'as pas mis le persil. Il prend la scalopina, mais la balance de la tronche. Et je dis, ah, putain, ok. Et bon, et du coup, j'ai vraiment chié pendant 3 mois. Et après, je suis retourné à l'école et je me dis, waouh, ça, c'était une belle expérience. J'ai quand même kiffé, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, mais c'était vraiment speed. C'était intense, c'était speed. On faisait des brunchs, on faisait des déjeuners, on faisait défoncer midi et soir. Surtout, il y a beaucoup de monde. Et je sais quoi, j'ai aimé ce sens de être loin d'où je venais. Parce que là, mon village, il commence à être trop serré. Ouais. J'aimais pas la vie là-bas parce qu'il me dit mais il y avait une autre ambition. Ouais, non mais c'est tout, il y avait envie justement de voir plus loin, tu vois. Je comprenais pas comment les gens ils pouvaient se dire qu'ils allaient rester là toute leur vie, grandir, avoir un métier. J'ai me dit mais ça va pas la tête. Mais déjà à l'époque peut-être pas de façon consciente, mais j'ai dans la tête, je dis je vais faire tout le possible pour m'éloigner de là. Ouais. En tout cas, déjà, la Desgardes, t'es à 30 km, t'es vraiment au côté du lac, t'as du monde, t'es en réalité, ça bouge, t'as les belles voitures, machin comme ça. Et là, c'était la campagne, les tracteurs, les Panda 4x4, c'était complètement différent, tu vois. Et, fallait sortir de là. Ouais, sortir de là. Et du coup, que je trouvais un boulot, même quand je travaillais à l'école. Du coup, j'allais à l'école lundi, mardi, jusqu'à samedi matin. Samedi matin, je vais aller à l'école. Après, je rentrais à la maison. Je prenais ma petite moto, traçais la Desgardes. Je travaillais samedi soir, dimanche à midi. Je rentrais à 16h et dimanche après-midi, j'étais défoncé. Hein. Et après, je faisais un peu des devoirs. Je faisais pas. Et après, j'allais à l'école 3 semaines. Et comme ça, et après, quand je fais toute la période de l'école, en allant travailler à l'été et après j'ai fait 1 ou 2 années des travails un peu à droite à gauche au lac des Gardes, un peu sur les montagnes du Trento juste à côté. Je fais plusieurs petits restaurants, mais je savais pas quoi faire, j'étais un peu perdu. Je savais qu'il y avait service militaire à venir, service militaire. Du coup, j'ai fait mon service militaire à l'âge de 18 ans et j'avais une copine, Daria. Mes copines, c'était une de mes premières cuites. Et avec elle, on s'était dit, c'est barré d'ici. Elle, c'était la fille de un grand restaurant que je travaillais au lac des Gardes et qui du coup sont venus savoir qu'on faisait des cochonneries ensemble. Et sa grand-mère m'a viré parce qu'elle voulait pas. Bon bref, et ça se trouve que c'était toute une succession des successions des choses qui on dirait que c'est Lazare, mais bon c'était pas trop Lazare, tu vois. Et après on est parti en montagne avec Cortina d'Alpes parce que j'ai fait mon service militaire là-haut. Ils se sont rendu compte que je savais cuisiner, du coup ils avaient besoin d'un cuisinier là-bas. Du coup j'avais beaucoup de chance. Et fin de service militaire, elle m'a trompé avec un autre, pas grave. Mais j'ai dit mais tu sais quoi, je vais quand même partir à Londres. Et je suis parti à Londres à 19 ans, dans un restaurant, c'était un restaurant tenu par des Siciliens. Il y avait un mélange entre cuisine et pizzeria et justement une droguerie. En fait, ils vendaient trop cocaïne et tout, machin comme ça. Bon, c'était un bordel là-dedans. Et moi, j'ai travaillé en cuisine, j'ai mes pâtes, machin comme ça. Après, vite fait, m'a passé chez des cuisines parce que j'étais quand même pas mal, tu vois. Et j'avais 2 commis qui s'étaient tapés de la cocaïne, même pas de la cocaïne, à l'héroïne. Du coup, de temps en temps, je voyais qu'ils partaient dans la cuisine, ils revenaient blancs comme un mur, je comprenais plus rien. Je vivais dans un bâtiment où il y avait, je sais pas, 25 dealers, c'était pas des trucs horribles. J'en chiais quand même au départ parce que c'était très dur. Partir d'un cocoon familial comme les miens, où t'es aimé, où ils te disent que t'es le meilleur, dans un environnement protégé et tout, arriver dans un lieu, le jungle. Mais c'est quoi l'envie? Parce que mine de rien, là, on se parle
de toutes ces anecdotes qui se succèdent, mais mine de rien, la cuisine, elle s'installe. Là, c'est des premières places de responsabilité où on compte un peu sur vous pour faire tourner des cuisines, certes modestes, dans des endroits, voilà, dont on peut rire aujourd'hui parce qu'ils sont un peu bordéliques, mais néanmoins, ça cuisine. Enfin là, ça se cuisine depuis surtout, des années. Ça se cuisine et surtout, c'est que moi, je me sentais fortement handicapé parce que je pouvais pas parler anglais. Et c'est une chose que quand j'étais au Lac des Gardes, il y avait tellement d'étrangers. Et j'ai dit, mais putain, mais c'est possible que je ne peux pas parler avec eux. C'est pour ça que c'était envie de partir. Et à travers la cuisine, ça m'a permis d'aller justement à débarquer à Londres et apprendre une langue que moi je considère incroyable, avec un état d'esprit qui est incroyable. Et la cuisine, pendant quelques années, justement dans cet restaurant, je suis quand même profiter de ma jeunesse. J'ai fait 2-3 ans tranquille, en m'amusant, en faisant la fête, bien sûr, avec des copains, des copines. C'était vraiment génial. Je suis sorti de ces milieux, justement, de restaurants italiens parce que je disais, mais attends, tu viens à Londres, tu parles que italien, c'est pas possible. Et du coup, je vais travailler dans notre endroit, un petit wine bar, dans un endroit beaucoup plus sain de Londres, Maidavale, un endroit vraiment plus sympathique. Et petit wine bar tenu par des Anglais, qui justement je parlais anglais, j'ai discuté en anglais, j'ai kiffé, je faisais une belle cuisine, encore une fois on était 2 en cuisine, mais c'était tout petit, mais en même temps je cuisinais, je faisais plaisir aux gens, je trouvais toujours le plaisir de créer de nouvelles choses. Mais à l'époque la cuisine c'était pas encore ma priorité de vie. C'est la question que j'allais vous poser. Elle est où l'envie de cuisine à ce moment-là? Est-ce qu'il y a une passion qui est née ou non? C'est un métier, il faut le faire. C'est votre passeport pour vivre des trucs. C'était un métier, mais c'est un métier qui me plaisait énormément. J'ai consacré énormément du temps dedans. J'ai créé, je faisais. J'ai oublié une chose. Quand j'allais à l'école, j'étais tout petit. J'avais appris à désosser les lapins. Je tuais les lapins, je les désossais. Je faisais des rouleaux de lapins entiers, complètement désossés. Et j'étais payé par les villageois. Ils m'ont payé 3 € pour aller chez eux, leur désosser leur lapin, les farcir, les préparer pour la cuisson. Tu vois, déjà, à l'époque, je me dis, tiens, je peux quand même gagner ma vie en faisant qu'est-ce que j'aime. Il y avait ce truc. C'est cool. Et du coup, cochonnet, à bout d'un moment, Fabrizio, c'est un nom que je nomine pas depuis des années. Hein. Fabrizio me dit, mais t'es con, et tu foutes là, putain. Mec, t'as 21 ans, t'es capable de cuisiner, mais sors d'ici, bordel. Regarde, moi, je suis vieux. À l'époque, il avait 40 ans. Il me dit, mais moi, ma carrière va terminer ici. Mais toi, mec, barre-toi d'ici. T'es con, quoi. Il me dit, mais ok, mais je fais quoi, là? Comment je peux, parce qu'à l'époque, c'était quand même dur, entrer dans certains, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, c'était très dur. Il me dit, mais peut-être va faire des écoles. Inscris-toi au Cordon Bleu. À l'époque, il y avait le Cordon Bleu déjà à Londres. C'était considéré comme. C'est l'école française la plus à l'étranger, la plus implantée, la plus reconnue. Hein. On est bien d'accord. À l'étranger. En France, pas trop, de fait. Mais à l'étranger, c'est archi connu. À Londres, Marlborough Arch, c'était vraiment une école, était toujours une école de folie, tu vois. Et je dis, OK, je vais à l'école, je vais regarder. 6 000 pounds, les cours de 1 an. Je dis, maman, papa, j'ai dit, je sais que je vous mens beaucoup, mais j'ai vraiment besoin qu'ils m'ont emprunté 6 000 € parce que je veux changer vraiment carrière. Je veux dire quelqu'un. Donc, upgrader, mine de rien, amener de la théorie parce qu'il y avait quand même déjà pas mal de pratique. Il y avait déjà des années de pratique. Ouais. Mais de la théorie. De la théorie. Là, il fallait apprendre. Un langage plus français, des exécutions plus françaises. Et là, c'était la chose la plus dure pour moi. C'est de me remettre à l'école. Parce que les matins, t'es à leçon. Et c'était pas évident, tu vois, se mettre là, écouter. Et après, j'ai kiffé tellement voir comment, moi que j'ai connu toujours une cuisine rustique, une cuisine self-made, voir comment regarder un professeur comme était capable de désosser, farcir un bouillon, un jus de veau, dire waouh, putain, c'est ça aussi la cuisine, waouh, c'est incroyable. Les premières mousses et les choses qui maintenant sont un peu plus ringards parce qu'on joue un peu plus, mais les techniques de cuisine, tu vois, les déglaçages, les demi-glaces, moi, j'ai fasciné comme j'étais un bébé à Disneyland, tu vois. Là, on sent que pour le coup, il y a la passion qui arrive. Là, vraiment, j'ai kiffé, mais tellement, je voyais les plats qui passent surtout que tu sais, le Cordon Bleu, c'était vraiment aussi de la beauté du visuel, de la préparation, les champignons. On peut faire ça avec ça. Et là, vraiment, regarde. J'ai la chair de poule quand j'y pense parce que c'était vraiment, j'étais vraiment, à l'époque,
j'avais découvert Père Noël, tu vois. Ah ouais. Mais la vie était dure parce que il fallait vivre. Ouais. Du coup, c'était école le matin jusqu'à 16h. Après l'après-midi, épreuve pratique. On faisait qu'est-ce qu'on avait appris. À 16h, courir, moto, bim, au travail. Ouais. Travailler jusqu'à 1h, à minuit. Bam, à l'école le matin. C'était quand même... non-stop. C'était intense Hyper parce qu'il intense. fallait vivre. Ouais, bien Moi, sûr. j'ai demandé l'argent à mes parents, mais je pouvais pas faire que ça, tu vois. Et c'était archi rimé, mais j'étais vraiment quand même, j'étais content. Et je m'appelle encore comme si c'était hier. J'étais assis, 8h du matin. Dehors de l'école n'était pas encore ouverte. Je lisais mon journal, je prenais mon café. Et je vais garder d'aller, parce que je cherchais des emplois. Faut bouger de là. Et je vais garder, les annonces. je vais garder un restaurant aubergine, cherche commis. Et j'appelle, moi je connaissais ni Gordon Ramsay, je connaissais rien du tout, j'étais pas dans l'univers. À l'époque, il était pas encore très connu. Ouais. Et j'appelle, dis, je m'appelle Simone Zanoni, tati-tac, vous cherchez des commis, je peux venir vous voir, j'aimerais bien pouvoir entrer votre brigade. Ok, je descends, je vais à Chelsea, venez de gagner 2 étoiles. C'était le premier restaurant de Gordon Ramsay à l'époque. Je rentre dans ces petits restaurants, magnifiques. 30 couverts, je rencontre Jean-Claude, maître d'hôtel qui a accompagné Gordon jusqu'à sa retraite. J'ai fait l'école du cordon bleu, tac. Il me dit, désolé Manu, on cherche des commis des salles. Ah oui. Et on n'a pas besoin des commis de cuisine. Mais laissez-moi regarder avec le chef. Peut-être qu'il a besoin. Du coup, il y a cet ours qui monte. Gordon, c'est quand même 1m90, c'est balèze le mec. Il monte, il me dit, ok, tu fais cordon bleu. Ok. Tu fais cette école de merde. Ok. Bien, on te monte à la cuisine et peut-être on peut te prendre. Je descends en bas et là-bas, c'est sharp. Tu sens qu'il y a l'attention, tout le grade dans les murs, tu vois. 8 personnes en cuisine, blindées midi et soir pendant 3 mois à venir. C'était vraiment l'époque où Gordon commençait à exploser. Ouais. Ça se faisait des raviolis, les raviolis, la pâtisserie, la garde-manger et tout. Il n'y en a pas un qui souriait, pas un qui parlait. C'était chair des poules. Et il dit, écoute, si tu fais l'école, on fait quoi? Tu vas travailler 5 jours, 4 jours par semaine, tous les jours que tu vas à l'école. Par contre, il faut que tu sois aussi à 16h, parce que sinon, 16h30 max, parce qu'après nous, sinon c'est pas possible. Et après, les samedis matins, tu viens les matins, tu fais toute la prep. Et après, tu vas essayer tout la, parce que samedi matin, ils travaillent pas, ils travaillent samedi soir. Ok. Et là, je fais le premier service, et je me dis, ici, ils sont dingues. C'est une cuisine d'une extrême violence, mais verbale et tout, vraiment. Mais quand je dis violence, c'est hyper intense. Tu sens qu'il y a une puissance qui dégage le mec, des précisions, des gestes, des ravioles parfaits, de l'envoi des plateaux, ça parle fort. Tu sais, l'époque il y a 30 ans, tu vois. C'est Guy Savoy, c'est Rebouchon, je te frappe ou je te casse. Ça, c'était pas cadeau, On veut peut-être oublier d'où on vient, mais moi, j'ai le vécu, on n'oublie pas, tu vois. Ça avait un mélange entre un côté militaire très, très strict, une passion, une précision et de la violence. Il y a tout simplement, tu vois, il y a tout ça mélangé dedans. Et j'ai dit, mais moi, je veux ça. Je suis complètement débile, mais moi, je veux ça. Et là, la logique, elle est pas évidente. Non, la logique, c'est vraiment contre-logique. Et Gordon Ramsay, il venait de terminer une émission avec une chaîne très importante, une chaîne s'appelle BBC Plus ou un truc comme ça, parce que les cordons bleus vantaient le fait de pouvoir créer des chefs de cuisine à bout de 6 mois de leur cours de cuisine. Tu dis, écoute, tu viens ici, tu payes 12 000 € en 3 ans et tu sors de là, tu es chef de cuisine. Et lui, il disait, vous êtes que dalle, vous n'êtes pas capable. Donnez-moi votre meilleur élève, je vais voir si c'est un chef de cuisine. Et ils avaient justement filmé toutes les missions autour de ces gars, dans ces cuisines. Il avait démoli le gars. Il avait démoli les gars. Et moi, je ne savais pas
que les mecs, ils voulaient autant à l'école. Moi, je suis arrivé là, ouais, je suis étudiant en cordon bleu. Ah oui, ton petit con, toi, viens là. Viens, on va te faire. Et c'était juste incroyable. Moi, je ne connaissais pas l'histoire, je l'ai entendu après. Et imagine un petit Italien qui part à peine anglais, en moitié, dans une cuisine composée à 100% par des Anglais. Alors, quand tu me parles de racisme, je te garantis que moi, autant que blanc, je l'ai vécu, mais en plein pot. Il y avait juste une ou deux personnes qui avaient un peu d'empathie vers moi, mais les autres, des purs connards. Mais quand je dis connards, c'est style moi nettoyer les escaliers d'entrée des livraisons avec les brosses à dents à 2h du matin, tu vois. Et il m'a dit, tu sais quoi, je pense que tu es vraiment nul en cuisine. Je pense pas que tu vas aller très loin parce que vraiment tu sers à rien. Mais je peux te mettre à la planche si tu veux. Par contre, ici, tu as une cuisine, pour l'instant, tu n'as pas place, t'es nul. Et là, c'est la première fois que quelqu'un, mais parce que tu sais, quand tu es grandi dans un univers où tout le monde te dit que tu es bien, que tout le monde te dit que tu bosses bien, et quand tu as un mec en face qui te dit, tu sais quoi, change de métier parce que tu es vraiment un gros nul là-dedans. Mais on fait quoi dans ces cas-là? On fait quoi? Bah, on pleure. Et je pleurais pendant 3-4 ans de ma vie, tous les soirs, en appelant ma mère, elle dit, putain, c'était vraiment des moments durs. Et tous les soirs, je pleurais. J'entrais, je pleurais. Mais pourquoi on y retourne? Pourquoi vous y retournez? Parce que dans ma tête, j'ai toujours dit, putain, t'es pas aussi con que ça, tu vas y arriver, connard. Je me disais dans ma tête, mais tu vas y arriver, connard. Tu vas y arriver. Tu vas pas lâcher l'affaire. Tous les soirs, tous les après-midi, je me mettais dans mon coin, dans le même coin, derrière, à 2 rues derrière, au Sloane Street. Ça durait 1 an là-bas. Et parce qu'après, on a bougé. Et je me mettais à pleurer tous les après-midi. J'arrivais en retard. Parce que du coup, l'école, je peux plus tenir. Parce que, arrête, à bout d'un moment, j'ai abandonné l'école. Cordon bleu, je pouvais pas. Parce que j'étais tellement épuisé à mon métier. J'ai dit, mais non. J'avais une chose de dire, est-ce que je reste à l'école ou est-ce que je laisse ici? J'ai dit, non, je vais rester ici parce que je sais que ces mecs, en plus, ces mecs, même si c'était très dur, même si il m'est défoncé, même si j'avais cette attirance pour lui. Cette attirance masochiste de dire, les mecs, il va m'aider de quelque part. Parce que quand même, il cuisinait comme un dieu. Il sortait des trucs de folie. Et moi, j'étais attiré, magnétisé dedans. Et j'ai dit, waouh, je veux être là-dedans. C'était un chemin dur parce que, à bout de 6 mois, il me sort dans la planche. Il me dit, OK, bah, tu sais quoi, maintenant, t'es prêt à faire des trucs comme pâtisserie. Il me sort dans la planche. J'ai nettoyé, seul plongeur dans le restaurant, j'ai nettoyé tous les casseroles et tous les assiettes. Pas machine à laver, pas la vaisselle, à la main. Et quand j'avais le temps, j'avais 6 caisses de champignons à côté à nettoyer. Je sors de là, je vais en pâtisserie, tenu par des gros connards, vraiment des méchants anglais, vraiment qui me font chier jusqu'à la mort. Mais j'avais toujours une ou deux personnes qui me voulaient un peu de bien humainement, tu vois. Quand tu rentres en service, t'as pas les papillons dans le ventre. T'as vraiment le devant qui fait parce que tu sais que ça va peut-être mal se passer, tu vois. Mais qui va péter un câble, t'as un souffle qui revient, ou t'as un plateau qui vole, ou tu vois un chef qui vole, parce qu'il y avait des chefs aussi qui volaient, tu vois. C'était intense. Quand je dis intense, aujourd'hui, 99,9 personnes qui font ce métier seraient incapables de supporter ça. Mais à l'époque, c'était comme ça. À 80% d'adolescents, c'était comme ça. Et en France, c'était exactement la même chose. Du coup, on est passé par là. On est sorti indemne. Et la chose. Pas tous. Non, pas tous. Beaucoup. Moi, j'ai vu tellement des talents arrêter le métier, mais pas parce qu'ils avaient pas du talent. Ils avaient un talent de folie. Parce qu'ils brisaient. Ils étaient physiquement pas capables de soutenir la charge de métier. Quand tu travailles 18 heures par jour, tu rentres en cuisine à 7 heures le matin, et même 6 heures parfois, ou à 5 heures les lundis matins parce que tu avais toute la mise en place. Tu rentres en cuisine à 5 heures du matin, que tu sors à minuit, 1 heure, et que tu as 15 minutes de déjeuner à midi, et 40 minutes l'après-midi que tu dois dormir, manger, et en même temps, dedans, tu as une pression de psychopathe. Et en plus, t'as vraiment de l'impact assez violent. Ben bref, moi je vais rester là-dedans parce que j'ai quand même d'un côté, t'avais qu'est-ce que tu produisais. T'avais des plats, t'avais des mousses, des brandades qui étaient parfaites, t'avais des langoustines qui étaient vraiment cuites à la perfection. Tu apprenais à faire les sauces
folie. Veston et on a arrêté Aubergine parce que il était associé avec Marco Perrois. Ils sont sortis. Bon, bref, il a eu un bordel. On est parti d'un jour au lendemain. Les mecs, ils nous appellent, ils disent, bon, les enfants, c'est pas compliqué, on s'en va d'ici. Gordon Ramsay dit ça? Ouais. On se casse. On se casse. Il avait vraiment eu un rupture avec les propriétaires. Il dit, on se casse. Il prend le livre de la visa, on se casse, on se met au pub en face et on commence à boire, on commence à se démolir. Et les vaissons étaient réservés 4 mois à l'avance, 5 mois à l'avance. On est parti. Il me dit, et toi, petit con? Il me dit, t'as 2 choses. Ou tu restes ici, ils vont te reprendre, sinon tu viens avec nous. Il dit, bah ouais, mais je vais avec vous. Et du coup, il me prend avec lui. Et après, quelques mois après, 2 mois après, on ouvre Gordon Ramsay à Chelsea. Son restaurant, c'était l'ancien Ton Clair. Restaurant qui était déjà à l'époque 3 étoiles. Et c'est là, justement, qu'on va chercher la 3e étoile. Et c'est là que je sors de la pâtisserie. Je passe par la gare manger, je vais, et je passe d'acheter d'accompli, je passe à demi-chef, je passe à chef de partie. Je vais aux légumes. Je suis entré en service. C'était comme, parce que brisé. Entrer en guerre. Parce que c'était vraiment, et après, tu avais commencé à le droit d'aller au pass, adresser les assiettes. C'est violence, enfin. Voilà, il faut pas, des CSS, c'était, chirurgical, tu vois. Mais là, vous racontez quand même une ascension, qui est colossale. Par rapport au niveau de difficulté, vous allez passer de je nettoie les assiettes ou je nettoie l'escalier avec une brosse à dents, psychologiquement, adresser les assiettes de 3 étoiles, oui, à 3 étoiles. Son comportement, il évolue envers vous avec le temps? Bien sûr, il évolue énormément, mais au départ, parce que je pense que lui aussi, il a évolué. Quand j'étais à Chelsea, il y avait encore, c'était vraiment, il y a encore des vidéos qui circulent sur Internet, à droite, à gauche, moi, petit, avec les Hell's Kitchen, Boiling Point, tout ces, et à savoir que quand j'étais chez des parties, il m'appelait les samedis matins en plus. Parce que j'étais défoncé, mais il m'appelait les samedis matins pour aller à filmer des vidéos avec lui. Du coup, on était avec moi et lui et la télé. Du coup, je me suis un peu plus approché de lui parce que je peux pas être toute la mise en place, j'ai l'aidé, machin comme ça. Quand on a eu la 3e étoile, je suis retourné en Italie parce que j'avais envie de voir autre chose. J'avais envie de me dire, tiens, peut-être que je vais au Louis XV à Monaco, peut-être que je vais travailler en Italie. Et je suis parti à travailler à Del Pescatore en Italie, 3 étoiles, un petit peu de temps. Là, vous étiez monté quand même à un niveau où vous envisagez de toute façon l'excellence en termes de gastronomie. J'étais un chef de cuisine de partie plus. J'avais quand même vécu des choses incroyables. Et je connaissais la pâtisserie, je connaissais comment faire un souffle parfait, je connaissais justement tout les différentes terrines qu'on faisait. On faisait un collet, mais je me rappelle, les terrines des poivrons. Je les fais jusqu'à naturellement. La cuisson doit être parfaite pour qu'il reste vert. Je fais des Dragon Ball avec la terrine dedans. Tu vois, c'est des moments, des souvenirs que c'était quand même intense. Est-ce que ça m'a brisé? Non. Est-ce que ça m'a donné une mentale de béton? À moi, oui, parce que du coup, j'ai rebondissé tout le temps. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais en fait, elle m'a dit, mais putain, le mec, il lâche pas, tu vois. Le mec, il m'est tapé dessus, mais moi, j'ai dit, mais non, tu sais quoi, connard? Moi, je vais être plus dur que toi, tu vois. Et je revenais, même au pass, je revenais tout le temps. Le mec, il me dit, mais t'es pas capable de dresser. Mais 2 minutes après, j'étais encore là. En fait, je l'ai tellement presque saoulé, tu vois. Je dis, mais attends, mais mec, il rebondit tout le temps. Tu vois, parce que la plupart des gens, quand tu le tapes 2 fois, le mec, il remet plus, tu vois. Moi, je n'avais pas peur. Je dis, tu sais quoi, je n'ai pas peur. Laisse-moi faire. Et, parti en Italie, fait quelques temps en Italie. Ça m'a manqué tellement cet univers. J'ai dit, putain, c'est pas possible. C'est un univers, justement, de speed, un peu plus en Italie, ou Del Pescatore avec Nadia Santini. S'il te plaît, Simone, merci. Est-ce que tu, dans ma tête, tu pars de quoi, celle-là? Pourquoi c'est quoi cette politesse? Pourquoi elle me remercie chaque fois que je fais un truc et je comprends pas, putain, moi, je venais d'un univers de hooligan. Et, un an et demi. J'ai commencé à vraiment sentir, je travaille dans notre restaurant, là, des gardes, sympathique, vraiment, qui me prend, vraiment, je fais des super desserts, je m'intègre vraiment, les mecs qui me kiffent. Allô? Salut Simone, c'est Gordon. On ouvre un restaurant à Glasgow. On voudrait bien que tu montes à haut avec David MC, un gars qui bosse avec moi, autant que sous-chef. Ça te va? Ok, on part quand?
Je vais en bas, dire les enfants, désolé, la semaine prochaine je suis plus là, je me barre. Bam, je pars. Tac, je fais la des gardes, Glasgow. T'es jamais remonté en Écosse? Ils parlent pas anglais là-bas. Glasgow, c'est encore pire. Je débarque dans un univers où je comprends pas un putain de mots. Les mecs qui sont, c'est des Vikings, ils parlent en autre langue. Du coup, déjà, apprends la langue. Et malheureusement, il y avait justement ces gars, David Dempsey, assez violent, assez con, assez, tu vois, tu sens que le mec, il veut être un petit Gordon Ramsay dans ses attitudes, mais en même temps, il a aucun charisme qui correspond à lui. J'ai encore des signes dans les jambes, couteau planté dans la jambe. Ah non, mais vraiment, ouais, mais je rentre à la maison, j'étais en sang, j'ai dit, putain, c'est quoi ces trucs? Il m'avait planté un couteau dans la jambe. Mais bon, bref, c'est des petites anecdotes comme ça, mais à bout d'un an, je me dis, non, j'ai dit, j'appelle Marc Askew, c'était les chefs exécutifs du groupe. Je dis, Marc, tu me sors d'ici. Je peux plus travailler ici, j'en ai plein le cul. J'aime pas, déjà, il y a pas une journée de soleil, il fait un temps de merde. C'était assez rude, Glasgow. C'était vraiment une ville dure. Tu vois, et du coup, il me sort de là. Et là, j'ai 24 ans peut-être. 25 ans. Et je descends à deuxième restaurant qu'on est en train d'ouvrir. Claridge's. Hôtel Claridge's à Londres. Gordon Ramsay Claridge's. Folie. Gros restaurant. On fait de 120 couverts midi, 180 couverts le soir, 3 services. Et ils me mettent chez des parties au poisson. Il y avait déjà tous les sous-chefs, il y avait un chef table. Et imagine un restaurant qui est déjà, t'avais les matins, des murs de poissons à faire. La lotte, les bars, les Saint-Pierre, les gens dorés, c'est incroyable. Je pensais comme un chien. À bout de 6 mois, je deviens le premier sous-chef. Je pousse tout le monde à côté. Fais sa place. J'ai fait ma place. Je prends les commandes, je lis les bons, machin comme ça. Je parle avec la table du chef. Les bons qui tombent par terre parce que tu te faisais arracher la tronche. Mais il y avait moins de violence, entre guillemets. Il y avait plus ces violences, notion de violence physique parce que mais j'étais moi aussi violent. De sens que j'étais aussi très dur parce que c'est normal, tu grandis comme ça, tu reproduis. Tu reproduis, tu vois. Reproduis, ouais. Et à bout d'un an, j'avais 26 ans. J'ai dit à Gordon, tu sais Gordon, j'adore ici mais je peux pas, moi je peux plus continuer à faire des volumes comme ça. Moi je veux revenir à Chelsea. Je veux revenir dans un petit restaurant. Et je me rappelle encore à ces journées-là que j'en parle à Gordon, je dis putain, laisse-moi revenir dans un endroit plus petit ici, c'est trop massacrant et tout, machin comme ça. Et quand je l'ai dit comme ça, je vais à la maison, pour aller travailler le matin, gros accident de moto. Il y a une voiture qui sort, je me pète les pieds en 4, je me pète les pieds, je me pète l'épaule, les 2 clavicules. Un mois à l'hôpital. Douleur pas possible, j'étais complètement pété. 6 mois d'arrêt, 7 mois d'arrêt, un truc comme ça. J'avais des vis partout, machin comme ça. À bout de 4 mois, j'ai dit non, moi je veux retourner au travail. Je m'appelle dit, ok, je suis prêt. Par contre, tu m'as rentré à Chelsea. Et je passe à Chelsea. Mais à Chelsea, il y avait ces connards de David Dempsey qui sont fait descendre de Glasgow, faisaient n'importe quoi à haut. Tout le monde était en train de se barrer. Du coup, il dit, moi aussi, on le maîtrise un peu. Et là, un conflit, et putain. Et là, vraiment, j'ai aucun pitié pour les gars parce que c'était vraiment un gros connard, tu vois. Et j'étais son sous-chef direct. Ouais. J'avais lui, il y avait moi. Revanche.
Non, mais pas avec Vranche. C'était très dur. J'ai dit, je sais pas combien de points je vais tenir parce que c'était vraiment, en plus, Gordon Ramsay commençait vraiment à ouvrir à droite à gauche. Ouais. Il faut commencer à être beaucoup malin. C'était dur. Et, un jour, je m'appelle encore. C'était vraiment une autre chose que moi, j'ai là, planté dans ma tête. 9h30 du matin. Bonjour, c'est la morgue de Battersea. Il faudrait venir identifier le corps de David Dempsey. Je dis quoi? Et en fait, il était mort. Un week-end, overdose. Et moi, je pose le téléphone. Et je dis, OK les gars, David il est pas là. Hein. Allez, on y va parce qu'on a midi complet à faire. Zéro émotion. Zéro. Et style presque dans ma tête, t'as vu connard? Pour te dire les mots, les state of mind que j'avais. J'ai dit, t'as vu connard? Presque dire, tant pour ta gueule, tu vois. Alors du coup, l'histoire est un peu sortie sous les papiers, machin comme ça. Bon, bref, nous on était complètement dans notre délire. Veston, Chelsea, 3 étoiles, 45 couverts midi, 60 couverts le soir, blindé midi et soir tous les jours, 6 mois, 4 mois à venir, tu peux pas. Les jours même qu'on ouvrait les réservations, il y avait 1000 appels qui tombaient pour réserver Veston. Et Marc, j'ai dit, ah putain, arrête, laisse-moi faire. Et je pousse à côté. 3 mois après, je prends la promotion chef de cuisine, 27 ans. Et j'avais la moitié de l'équipe qui était plus vieille que moi. Et là, je suis en mode bête. Oui. Parce qu'il faut les tenir. Il faut les tenir à la maison. Il faut les prouver qu'il y avait personne qui je prouvais une qualité, la qualité. Du coup, c'était dur. C'était vraiment j'étais dur avec moi-même. J'étais très exigeant vers moi-même. Parce que quand même, il faut tenir un 3 étoiles. Tu vois, t'as 27 ans. Et pas un 3 étoiles comme les autres. Un 3 étoiles qui déboîte 110 couverts par jour, et qu'on est jusqu'à 11 ans de cuisine et on commence à travailler à 7 heures le matin et je commence justement à comprendre, à être exigeant avec mes gars, mais les tirer vers moi, les poissonniers, les bagarrer. Ah, mais moi, moi, je prenais les gens avec des tabliers, on sortait dans la rue et on se frappait, hein. Non, mais ce que j'allais dire, c'est quand même le règne de la violence, toute cette histoire. Ah oui, non, c'était d'une violence extrême, tu vois. Parce que du coup, il y avait juste un but, c'était de cuisiner dans la meilleure cuisine, dans le meilleur restaurant, que c'était tout simplement le meilleur restaurant d'Angleterre à l'époque. Ouais, enfin. Tu vois, un jour, encore une fois, autre accident en moto, parce que, au bout d'un moment, c'est 1 an après, j'ai au boulot, je m'endormis sous la moto, un camion qui traverse, bon, je rentre dedans, je pète ma clavicule. Complètement. Ouvert en 2. Je vais à l'hôpital. Non, il faut qu'un plâtré, machin. Non, tu m'en parles pas. Donne-moi des pilules. Je prends la pilule. Je vais au boulot. Je travaille toute la semaine avec une clavicule cassée. Je m'arrête pas parce que Gordon Ramsay était en vacances, Marcus n'était pas là. Toute la semaine avec ma clavicule pétée, j'étais comme ça, pas s'adresser. Et Gordon Ramsay est arrivé une semaine après, il me tape sur l'épaule. Comment ça va, Simon? Et je m'appelle encore parce que j'ai pleuré. J'ai dit non, tout va bien. J'ai fait jusqu'à 30 ans à Chelsea. J'ai fait 3 ans, mais c'est 2 ans d'épuisement physique parce que bon, là les rythmes ils sont très durs, hein, très très durs. Mais vous avez pas de vie en fait pendant tout ce temps, non. Parce que là on se parle d'un truc d'une violence. Non, j'ai après les derniers 3 ans, 4 ans, il y a ma femme qui est entrée justement dedans parce que du coup je l'ai rencontrée en Italie, elle est venue habiter avec moi à Chelsea. Du coup j'avais une espèce de vie, elle me voyait rentrer les soirs, elle me dit mais toi t'es vraiment pas bien dans ta tête. Tu dois avoir un problème. Ah bah oui. Elle me voyait arriver à 1h, à partir à 6h, tu vois. J'ai vécu 10 ans de ma vie en dormant entre 3 et 4h30 par nuit. Ok. Et comment s'arrête cette blague? Maintenant, quand je regarde à l'arrière, c'était vraiment personne ne m'a forcé les dents. J'étais vraiment. Ah bah non, j'étais quand même fier de ce que j'étais, qu'est-ce que j'ai fait. J'ai fait ah oui, mais c'est un excès extrême, mais c'est l'excès qu'on a vécu ici pendant 80 ans. C'est le même excès, ce juste que l'Angleterre, on l'a amené un peu plus loin dans l'époque, mais en France, dans les années 60, 70, c'est exactement la même chose. Et après, j'ai senti que c'était vraiment un moment justement de switcher aux choses. L'ouverture de Trianon Palace à Versailles, ben Gordon, vas-y, tu veux descendre? Allez, on y va. Je descends, je vois un univers incroyable. Trianon Palace,
nouveaux travaux, incroyable, beauté, Blackstone. C'était la société qu'il avait rachetée, qui faisait beaucoup de deals avec Gordon à New York, en 2008. Et c'est un moment qui commençait vraiment à s'étaler, à grandir, en manière très mauvaise, mais avec des deals complètement débiles. Parce que, justement, les deals, ils étaient pas forcément accordés à la réalité du business. C'était des business qui marchaient à Londres, mais dès que tu commences à les amener dans des endroits où t'as des unions, t'as beaucoup plus de droits sur le personnel qui est à Londres, bah, ça marche pas, tu vois. On est arrivé à Londres en 2008, on ouvre la brasserie, on ouvre le restaurant gastronomie derrière. Et là, je suis arrivé en mode londonien, London psychopathe. En 3 mois, j'étais 6 fois prud'homme. Et Simonet, la France Simonet. Ah ouais, bah là, on a eu un clash culturel. Un peu les premières choses que j'ai appris, c'est vraiment les fuck you. Bon, bref, c'était vraiment Simonet en mode, je suis londonien, j'ai travaillé en Londres et je veux continuer à travailler comme ça. Et en réunion avec Gordon Ramsay, tous les investisseurs et tout, me dit, t'as 2 choix. On te change, on te dégage. Parce que là, on vient de payer 250 000 euros pour faire taire les gens, pour les calmer un peu, mais on peut pas continuer comme ça. Du coup, on switch. Il dit, peut-être c'est pas forcément comme ça que je dois continuer. Et je me calme, j'écoute, je commence à cuisiner de façon différente. J'ai un moment un switch au bout de 4-5 mois que j'étais arrivé, qui est en fait, quand tu débarques déjà dans un hôtel comme le Trianon, où justement, c'est la cuisine d'un hôtel, c'est pas la cuisine d'un restaurant. Du coup, t'as des droits différents, t'as des façons de voir différentes, t'es beaucoup plus d'humain. Je commençais justement à voir les choses en façon différente. Il y a un changement. Déjà, Simonet commence à s'adapter et changer. J'étais moins stressé, moins nerveux, moi m'éprouver à l'intérieur, tu vois. Et récompense, au bout d'1 an, on gagne 2 étoiles d'un coup. Un des premiers restaurants jamais en France qui passe de 0 à 2. Restaurant marche des fieux des dieux, c'est incroyable, on travaille bien, on est content, on crée vraiment une belle synergie. Pendant des années, les Trianon Palace, il était vraiment... En plus, les chiffres d'affaires qui rentraient, il y avait les brasseries qui marchaient. La brasserie qui marchait pas avant, on faisait des 580 couverts tous les jours. Les restaurants gastronomiques étaient complets tous les jours. C'était vraiment incroyable. Jamais pu vu Gordon Ramsay. J'ai vu Gordon Ramsay 2 fois. Il est jamais venu. 2 fois en 8 ans. Du coup, mais c'est normalement, comment ça va de la prise de distance, tu vois. On s'appelle un peu moins, tati attaque. Et, jusqu'au moment que, Ce qui est fou parce que c'est quand même sur son nom que tout est là. Oui. Donc ça, c'est dingue. Et puis après, il y a une preuve de confiance hallucinante aussi. Oui, une preuve de confiance. Et surtout qu'il derrière, il y a eu pas mal de problèmes déclenchés vis-à-vis des mauvaises business, mauvais investissements qui s'étaient faits. New York commence à perdre 18 millions de dollars, tac. Du coup, le restaurant, il commence à collapser. Beaucoup des endroits commencent à fermer. Les deals, les fêtes au Trianon, c'était bien fait. Et du coup, perd d'argent, même si ça marchait des feux. Comment on vit dans l'ombre de ça, justement? Comment on vit, comment on nourrit, comment on fait le succès d'un restaurant, d'une table qui porte un autre nom que le sien, en l'occurrence, alors que ce nom-là, il n'est pas du tout présent. En fait, on le vit, c'est pas évident, mais après, on le vit en manière que, du coup, tu vas prendre ta place. Du coup, tu vas prendre ta place, du coup, tu vas prendre un attaché presse que tu payes toi à côté pour te faire monter. On commence à voir pas mal des articles, on commence à parler de Simonet, on commence justement à créer un univers un peu parallèle. Il y a commence à avoir justement beaucoup d'articles qui commencent à sortir. J'ouvre une épicerie sans dire rien à personne, je m'en fous, j'ouvre une épicerie dans le 17e rue de la Roquette, et que bon, après, pour quelques mois, ça se trouve que c'était pas forcément un bon deal, mais on commence à toucher à l'extérieur, tu vois. Et jusqu'au moment qu'après on n'a pas de directifs, après on perd un mentor, on travaille, on est toujours rempli, les restaurants marchent des feux, on a toujours vraiment ce dynamisme, mais peut-être qu'on s'est perdu, et j'avais toujours, j'étais jamais trop à l'aise parce que avec une cuisine 2 étoiles, parce que j'ai toujours peur à faire des choses qui valaient pas 2 étoiles. D'un côté, tu as des clients que tu remplis tous les jours. Les week-ends, tu trouves une deuxième salle parce que tu fais 70 couverts. C'est incroyable. Le business, c'est incroyable. Et de l'autre côté, à bout de 8 ans, tu as un Michelin qui dit, désolé, Simona, on va t'inviter la 2e étoile. OK.
Et là, tu comprends pas. Là, tu tombes, là, tu prends une claque de folie parce que tu comprends pas pourquoi. Tu comprends pas, tu vois. T'as un business qui marche, t'as un retour de clients qui est incroyable. Souvent, c'est la surprise, tu vois. T'étais jamais prévenu. Et tu sais pas pourquoi. Et tu sais pas pourquoi. Tu vois, quand que des retours clients qui sont positifs, quand t'es un restaurant qui est quand même à Versailles, au bout d'un rue Fantasme, qui est complet midi et soir, tous les jours, comment c'est possible que ça vaut pas 2 étoiles, tu vois. Et là, c'était vraiment, waouh, période très dure. Après, c'est normal. Tout allait bien, jusqu'au moment qu'il fallait justifier la perte. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? T'es un peu le capitaine, hein. Du coup, quand tous les gens ils te disent qu'ils t'aiment et t'adorent, après tous ces gens-là, ils sortent les fusils. Et c'est lui. C'est jusqu'au moment que j'ai une femme Sylvie Riotto, qui compte beaucoup pour moi, qui vient me chasser. Et me dit, écoute, Simone, je sais pas si c'est le bon moment, mais on est en train d'ouvrir on a ouvert un concept au Georges V de cuisine méditerranéenne, italienne à partager. Est-ce que ça t'intéresse? Et j'ai dit, OK. Déjà, c'était vraiment un moment que je voulais sortir de ces cuisines entourées gastronomiques 2 étoiles, parce que je sens que j'étais obligé à forcer moi-même toujours dedans. Ouais. J'étais pas naturel, j'étais pas moi-même. C'était l'envie de retrouver un ADN de cuisine? Ouais. Des origines beaucoup un peu plus italienne. Ouais. Beaucoup plus dans l'italienne, pas franco-méditerranéenne, mais vraiment plus italienne, vraiment. Et quand je m'appelle encore, il y a maintenant en 2016, avril, mai, juin 2016, là sous la terrasse, je m'assois avec José Silva, un gars extraordinaire, un directeur vraiment fulgurant. Plus belle rencontre de ma vie. J'étais enrobé par lui et j'étais dit waouh, le mec c'est ma taille, petit, mais savoir-faire, façon de parler, un vrai leader. Il me parle dans sa vision de sa cuisine. Il me parle justement qu'il y a beaucoup des assets qui étaient à la carte. C'était des assets que lui, il avait créés et qu'il souhaitait garder une partie. Et je vois le restaurant et je dis, waouh, Trianon, c'était bien, mais bon, t'es arrivé ici, c'est plus. Et le restaurant marchait plutôt bien. Faisait déjà à l'époque 50, 60 couverts midi, 40-50 couverts midi, 60-70 couverts le soir. Et les compromis, c'était justement d'arriver et pas trop changer la carte au départ, puis après évoluer. Mais j'ai toujours accroché avec les gars. On a signé comme ça en 30 minutes. Je me dis, OK, c'est le gars. On tourne la page. On tourne la page. Et d'un coup, j'entre ici. Et je fais ménage dedans dans la cuisine parce qu'il y avait des anciens, machin. On mettait vraiment une place, une vraie cuisine. Mais déjà, vraiment, j'étais vraiment dans les switches de me faire beaucoup plus plaisir et dans l'humain. Déjà, j'avais eu vraiment ce changement de moi-même vers. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. C'est pas le Londonien qui retourne en cuisine et qui se dit. Pas du tout. J'étais vraiment j'ai compris que j'ai jamais pu grandir. Déjà, j'avais cette notion de dire tout ce que moi j'ai vécu. N'importe quel moment maintenant, je veux faire vivre aux autres. Parce que ça m'a pas mené forcément. J'ai vu trop de talents partir. Ouais. Et j'ai dit, et déjà, j'ai voulu justement être beaucoup plus dans l'humain, dans la compréhension, écouter, grandir ensemble. C'est pour ça quand je parle des moi, souvent je parle pas des moi, j'ai dit nous, parce que on n'a qu'un moment, c'est que moi. Il y a toujours quelqu'un derrière, quelqu'un à côté, quelqu'un à l'avant. Et vous êtes arrivé à switcher parce que quand même, ça fait là depuis qu'on se parle, hein, il y a 30 ans, 35 ans de vie, d'ultra violence, d'ultra excès. Ouais. J'étais vraiment dans un switch vraiment très important et avec déjà vers les dernières années du Trianon, j'étais vraiment j'étais même pas assoupli, mais j'étais justement devenu une autre personne. J'étais vraiment la personne qui dit tiens, toutes ces violences ça t'amène à rien, ça t'est pourri à l'intérieur, ça t'est On arrive à désapprendre ça. On arrive à désamorcer, à quitter ce logiciel. Ça dépend. Après il faut être vraiment dans l'intelligence, dans l'écoute de soi-même. C'est pas facile parce que vous avez été éduqué comme ça, vous avez appris comme ça. J'étais éduqué par la violence, ouais. Échanger, c'était vraiment mon plus beau cadeau que j'ai pu faire moi-même. Écouter qu'est-ce que me disaient les autres. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez tilté, que vous avez dit non, c'est plus possible? Parce que qu'en vous êtes nourri de ça. En plus, ça a été votre carburant. Vous vous êtes même retourné parce que vous aviez envie de ça. Ah ouais, mais qu'est-ce qui m'a fait changer, c'est que vraiment, ça m'a détruisé dans l'intérieur. Je pense que la perte de la 2e étoile, ça m'a fait vraiment un beau choc.
Et après, le Georges V, on a créé des plats signatures. On a justement piano montré qu'on était capable. On est arrivé piano. On a fait exploser tous les chiffres. On est devenu le restaurant les plus en vogue de Paris. On est toujours, à bout de 10 ans, un des restaurants qui cartonne le plus sur la place parisienne. Il y a eu la période de Covid qui, justement, encore on voit, c'était cette période où tout le monde s'est mis à côté en pleurant, en disant oh, putain, qu'est-ce qu'on va faire, on va crever. Et moi, j'ai ouvert 3 sociétés, écrit 4 livres. Je me suis défoncé à faire des choses mais incroyables, en allant cuisiner pour des hôpitaux ou en allant à faire des livres de cuisine avec des rencontres avec des gens qui avaient pris des photos et écrit des tests sur mes livres. Parce que quand on a écrit les premiers livres de cuisine, le confinement d'un chef, qui était fait par un gendarme qui m'envoie des messages, me dit, j'ai écrit toutes les recettes, je peux te le montrer. Je lui dis, on va faire un livre de cuisine avec, parce qu'elles sont tellement bien écrites que j'adore. Je prends les photos de mon portable. Je vais voir 6 maisons d'éditrices. Ils me disent, Simone, on est tous fermés, ton livre, il va pas faire. OK. Je vais avoir mon imprimeur qui m'imprime le menu. Richard, tu es capable d'éditer un livre? OK. Je vais mettre 50 000 euros, moi, sous la table pour écrire un livre qui aujourd'hui a jusqu'en valeur sentimentale, mais c'est même pas beau à voir. OK. Que je balance sous Shopify et que j'en vende 8000 copies en 30 minutes. OK. Shopify clash, défonce. J'ai un camion qui arrive à chez moi avec 4 palettes de 1500 livres qui atterrit dans ma cuisine. Ma femme me dit, t'es vraiment mongol. On se met là et pendant 17 heures par jour, OK, on essaie de comprendre comment on peut imprimer une étiquette, mais les mettre sous le livre avec la bonne dédicace. Et j'embarque toute ma famille, la famille du gendarme, la fille, tous à dédicacer les livres et les envoyer. OK, j'ai gagne 250 000 euros avec mon premier livre de cuisine. Comme ça. Shopify qui comprend plus rien parce que dans le compte qui va à zéro, il y a 250 000 euros qui débarquent sur le compte. J'en ai un deuxième, j'en ai un troisième, j'en ai un quatrième. J'ai fait des speeches maintenant dans le bout de la planète pour comment voir justement, parce que les gens, ils ont envie de découvrir un peu mon univers. Notamment au moment du Covid, c'est là que je vois que j'ai engrandi parce que j'ai tellement créé. J'ai fait des livres sous le confinement, j'ai créé une communauté, je suis passé d'un 20 000 abonnés à 1 des millions d'abonnés, je commence à prendre des contrats, je commence à prendre mais parce que je me sentais bien avec moi-même. J'ai tellement changé, j'ai fait une mind reset de moi-même. Maintenant, je cours 50 km par semaine. Je vois... Nouvel homme, quoi. Nouvellement, je vois un naturopathe parce que du coup, j'ai besoin justement d'avoir plus de paix en interne et j'essaie de canaliser cette énergie en façon positive. Qui avant, en fait, la même énergie, elle est là. Ouais. C'est juste que je l'utilise en façon différente. Je voulais apprendre aux gens à cuisiner, je voulais partager mes recettes. Je suis dans un restaurant qui je m'épanouis. Au mois de septembre, cette année, on va créer un nouveau chapitre parce qu'on ouvre un deuxième restaurant italien à la Mamounia, à Marrakech. Du coup, nouveau chapitre, nouvelles choses intéressantes. J'ai 48 ans, je me sens 20 ans. J'étais jamais aussi bien dans ma vie comme aujourd'hui parce que je me sens bien. Je me réveille le matin, le verre est moitié plein, toujours. J'essaie toujours d'avoir positivisme avec mes équipes, avec moi-même, avec ma famille. J'essaie de trouver un équilibre dans cette bordel qui était ma vie et qu'aujourd'hui, enfin, j'ai abouti. Je me sens beaucoup plus équilibré, je me sens en paix avec moi-même. Est-ce que vous avez renoué avec la cuisine de vos origines un peu? On imagine aussi que la cuisine, elle s'est retournée un peu sur ce qui vous a nourri à la base. Tout ce qui était Simonet, il y a 20 ans, n'a jamais pu avoir la place ici au Georges V. Regarde, ça c'est, moi je suis comme ça en t-shirt. Aujourd'hui, on a voulu démocratiser le palace parce que justement on avait besoin de lui donner un coup de jeunesse. Simonet arrive, cool, tranquille, qui parle un peu plus cool avec les gens, qui est dans l'empathie, qui est dans la convivialité, qui fait des plats partagés, qui sort ses pastas, machin comme ça. Et toutes ces cuisines de convivialité, les gens adorent. Les gens de l'hôtel, les gens de l'extérieur adorent ce gars qui a une pile d'énergie et qui a juste envie de faire des choses et faire plaisir. Parce que moi, je trouve mon plaisir en faisant plaisir aux autres. Et c'est ça ma force principale. Mon plaisir, c'est de donner en voyant les yeux des autres. Et mais c'est rassurant parce que vous étiez un peu inquiétant quand même, tout du long. Bah oui, mais justement, et c'est devenu vraiment mon état d'esprit d'aujourd'hui, mais qui quand même, maintenant, on parle déjà il y a 15 ans, un changement qui est venu il y a très longtemps. C'est progressif. Mais depuis quelques années maintenant, j'ai une paix
j'avais souhaité avoir quand j'avais 20 ans. Il a fallu faire ce chemin. Il a fallu faire un chemin très dur. Quand je regarde mon parcours, souvent quand on remercie les gens, remercie souvent les autres. Et moi, j'ai beaucoup de gens à remercier. Ma grand-mère, ma mère, mon papa, ma chose comme ça. Mais je remercie moi-même aussi pour avoir justement cru qu'à bout d'un moment, il y avait une lumière à la bout du tunnel. Pour avoir cru justement que je pouvais le faire et pour avoir cru en moi et disant que les choses peuvent changer. Et quand je vois des gens qui sont dans des situations compliquées, je dis, faites-moi confiance. Quand je vous dis que je suis passé par là, je suis passé par là. On peut y arriver. On peut y arriver. Il faut traverser la fureur. Hein. Putain. Vous avez des nouvelles de Gordon Ramsay? Pas du tout. J'ai coupé vraiment les ponts depuis 15 ans. Et j'essaie d'être le mieux de moi-même, pour moi-même, mais surtout pour les autres. À travers mon état d'esprit, ma bonne humeur, ma façon de faire, je veux que les gens ils puissent avoir un aide pour dire, ok, parfois la vie est dure et méchante, mais regarde la lumière au bout du tunnel parce qu'elle est là. Eh bien, il était temps que la lumière arrive. Hein. Écoute, elle est arrivée. Peut-être j'aurais souhaité qu'elle arrive un peu plus tôt, mais en tout cas, la vie était belle, était intense. Là, c'est des moments comme ça, quand je parle avec toi, parce que c'est pas des choses qui reviennent tout souvent. Quand je regarde arrière, et j'ai dit, putain, t'étais vraiment un connard dans ta vie, parce que t'as vraiment enchié beaucoup de choses. Mais j'ai kiffé chaque bout des vies que j'ai vécues. Aucun regret, zéro. La seule regret que j'ai pas pu dire au revoir à ma grand-mère les jours même qu'elle est partie, mais elle est partie en paix. Et parce que c'était quelqu'un qui est vraiment tellement important pour moi. Et c'est une belle vie. Eh bien, je ne sais pas vous, mais je suis content d'avoir appris et d'avoir vu, parce que ça se voit, que le chef a fini par trouver sur la route de son métier de la lumière et un peu de positivité, car vous en conviendrez, jusqu'à il y a peu, c'était dur et violent. Et je pense que Simonet ne démentira pas si je dis que lui aussi, à un moment, il a dû se comporter avec le même acharnement et dans une forme d'agressivité envers les autres. Car dans la mécanique de la violence, les victimes doivent parfois se saisir des mêmes armes pour se défendre, pour endurer, et les opprimés deviennent alors un jour des oppresseurs. Je ne sais pas si on fera à l'avenir des épisodes en anglais, mais si cela arrive, comptez sur moi pour convier le charmant Gordon Ramsay. Je serais curieux de l'entendre nous raconter sa vision du métier, en espérant qu'il ait radicalement changé. Merci en tout cas, chef Simonet Zanoni, d'avoir dit les choses aussi simplement pour ce qu'elles sont, d'avoir raconté le stress et cette violence, encore une fois, car ce mot, on l'utilise souvent ici, mais les faits en général, on les dit peu. Combien de chefs à ce micro ont parlé de dureté pour parler de comportements violents, n'ont pas donné d'exemple pour ne pas enfoncer ceux qui les avaient formés et déformés, et désormais, c'est décidé, quand on me dira que c'était difficile, je demanderai de bien vouloir décrire concrètement les choses. Car c'est ainsi, je crois, qu'on avance vers la solution, ou en tout cas, vers la fin de la reproduction. Merci donc, chef, merci Simonet, merci de cette authenticité, de ce sourire aussi, car il est là et il nous sauve de toutes les épreuves. Merci à vous de nous avoir écoutés, partagé cet épisode, je crois que c'est important pour celles et ceux qui bossent en cuisine, les jeunes qui nous écoutent, les profs, les directeurs d'école, les chefs pour leur brigade. Faut qu'on entende ce genre d'histoire car elle prouve qu'on peut faire mieux et qu'on peut ramener la lumière en cuisine. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi pour notre format dédié à l'entrepreneuriat chef d'entreprise. D'ici là, prenez soin de vous, cuisinez, allez chez Simonet et parlez à qui vous voulez de votre podcast préféré. Salut!